pour accéder au CPF et que c'est bancal, on ne pourra pas malheureusement poursuivre avec lui. Mais par contre, celui qui joue le jeu, qui est très carré, qui est très sérieux, il a tout à y gagner avec nous. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Salut Tanguy. Salut. On va parler donc toujours de la certif IAG, mais cette fois, comment devenir un organisme habilité. Mmh. On va définir ce qu'est un organisme habilité, puisque ça parle pas à tout le monde. La certif IAG, Certif OPAC en est propriétaire. Nous sommes l'unique certificateur. Donc, nous délivrons cette certification et nous nous appuyons sur des organismes qui préparent à la certification. On parle au sens de France Compétences d'une habilitation à former. Mmh. Et c'est pourquoi nous, donc, on appelle ça des organismes habilités. Tout Voilà. à fait, tout à fait. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer le processus pour devenir un organisme habilité et pour prétendre éventuellement, alors même si c'est pas obligatoire, hein, mais pour prétendre à publier par exemple des offres sur mon compte formation ou à publier des offres certifiantes sur les financeurs potentiels. Tanguy, peut-être déjà nous expliquer brièvement en quoi consiste ce processus d'habilitation. La base, en fait, c'est que déjà par rapport à Certifopac, nous, on n'est pas en mesure de préparer un candidat à la certification. On n'a pas le droit de former, ne serait-ce que pour préserver notre impartialité, notre indépendance, vis-à-vis des autres prestations qu'on délivre, notamment la certification Calliope. Une fois cet élément intégré, comme l'explique Jimmy, on doit s'appuyer sur des organismes qui sont habilités pour préparer à la certification et dans ce cas-là, on est obligé de mettre en place un processus qui va permettre de définir dans quelle mesure et quel organisme on va aller chercher pour délivrer in fine une habilitation. Ça va pas se faire comme ça. Il y aura une demande à remplir, il y aura des prérequis, enfin, il y aura plein de petites étapes qui sont assez structurées et dans lesquelles il y aura des vérifications qui mèneront jusqu'à l'habilitation. Ok. Finalité. La première étape, c'est le formulaire web. Donc, c'est Tout à une fait. demande en Ouais. ligne, Ouais. un formulaire à remplir avec plusieurs petites questions. C'est ça. On va vérifier certains prérequis, bien sûr. Oui. Euh, Alors, dans le formulaire, par exemple, on aura alors tout ce qui va être éléments d'identité de l'entreprise, enfin de l'organisme demandeur. Et on va aussi en profiter pour savoir qui sont les personnes qui seront amenées à préparer les candidats et donc, les quelles sont, compétences des quelles sont formateurs. leurs compétences. Ok. Est-ce qu'ils ont la compétence? Parce que c'est bien de vouloir être organisme habilité, mais si en interne, on n'a pas la compétence pour préparer correctement les candidats à la certification, ça risque de causer des problèmes. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'on va aussi tout simplement vous demander est-ce que vous êtes Calliope? Est-ce que vous disposez d'une certification fait, Calliope? tout à Parce que fait. c'est la base aujourd'hui, quoi. Calliope, Aujourd'hui, c'est la base et puis c'est le point d'entrée. c'est une condition quand même de démonstration de l'existence d'un processus Ouais. assez structuré. On va aussi demander si vous disposez déjà d'une première expérience en tant qu'organisme habilité à former et si vous disposez déjà d'offres sur mon compte formation, parce que derrière, ça garantit quand même un certain sérieux, un certain dynamisme de votre part. Alors, je dis pas que ceux qui ne sont pas actuellement sur mon compte formation ne seront pas référencés, mais quand même, ça montre une certaine expérience et on sait pertinemment que c'est très lourd. Déjà, donc obtenir Calliope, c'est la première étape, mais surtout l'étape la plus importante si on veut ensuite, par exemple, bénéficier du compte formation, c'est pas la même tasse de thé, quoi. Mm. Enfin là vraiment, voilà, il faut s'adosser avec un certificateur, c'est déjà compliqué. Et derrière, surtout, il faut aussi respecter tous les enjeux contractuels et réglementaires. Par exemple, avec EDOF et la Caisse des dépôts et des consignations, on fait pas n'importe quoi sur le CPF. Voilà. Tout Et à ça, fait. là-dessus, nous, on sera très vigilants parce que derrière, en tant que certificateur, on est garant de la bonne communication et de la qualité des prestations qui sont réalisées par les OH, par les organismes habilités. Alors, dans la foulée de tout ça, en fait, on va avoir ce fameux formulaire qu'on remplit, l'analyse déjà de la cohérence des prérequis du demandeur vis-à-vis de nos exigences. Derrière, il y a quand même aussi une signature d'un contrat qui va lier l'organisme habilité, du coup préparant, et Certifopac. Ça va les lier sur un certain nombre d'exigences, parce qu'on le verra derrière, mais euh, nous, voilà, notre métier, c'est faire de l'audit, faire de la certification, et ce métier, il va s'appliquer tout au long du process d'habilitation, que l'on soit habilité ou pas encore. Et justement, voilà, le contrat va pouvoir aussi permettre de poser ces bases-là. Derrière, ce qui va être important pour nous, ça va être déjà d'évaluer la compétence des formateurs, parce que c'est le nerf de la guerre. Voilà. Si les formateurs n'ont pas la compétence, ça sera compliqué, comme je le disais. Et donc cette compétence, elle va se traduire par le passage de la certification IAG par ces formateurs. Donc chaque formateur qui sera amené à préparer des candidats à la certification
devra déjà passer notre certification qui sera indispensable parce que ça leur permettra déjà d'une de connaître le référentiel, de travailler dessus et de vivre l'expérience en tant que candidat. C'est pour éviter que ce soit le cordonnier le plus mal chaussé. Tout à On fait. fait déjà passer la certif IAG aux formateurs pour Ouais. qu'ils puissent aussi partager leur expérience à leurs futurs candidats et dire bah voilà, écoutez, moi je l'ai passé, je sais comment ça marche, je sais ce qui fonctionne avec le rapport écrit, ce qui fonctionne en présentation orale. Oui. Ça donne toutes les garanties. Et surtout, chose très importante, mais parmi les formateurs qui seront déclarés par l'organisme habilité, il n'y a que ceux qui seront déclarés qui devront intervenir pour préparer des candidats. En aucun cas, l'organisme pourra mettre un autre formateur, par exemple, qui n'aura pas passé la certification IAG pour préparer. Et ça, comment on le vérifiera? On le vérifiera par le biais d'audit, par le biais de contrôle Alors, ponctuel. ça, donc, on va reparler d'audit d'habilitation, mais donc juste avant, je veux candidater. Je transmets donc la liste de mes formateurs, leur CV, éventuellement. Je leur fais passer la certif IAG donc en parallèle, en complément, enfin voilà. Je dois démontrer que donc, je suis Calliope, donc un certain nombre de docs aussi, type extrait Cabis, tout ça. Je montre entre guillemets un petit peu patte blanche. Il y a quand même un autre sujet qui est très important si on veut devenir un organisme habilité, c'est que je dois démontrer que ma prestation ou mes prestations Correspond sont au référentiel. en cohérence complète avec le référentiel de certification. Mm. Si j'ai un programme de formation où dans ce programme-là, ok, je parle de plein de trucs sur l'IA générative, surtout voilà, sur du prompting, du machin truc, mais que par exemple, j'ai aucun point sur mes compétences 3 et 5 de mon référentiel, bah, là, en fait, on pourra pas aller au bout. Quoi. Ça sera très compliqué. Voilà. Et ça, faut être vigilant. Parce que nous, on le saura extrêmement sur ce sujet-là. C'est un point souvent qui est remonté, notamment si on reprend le cas des audits Calliope. On voit très souvent des certifications professionnelles, des organismes qui sont habilités et qui respectent pas forcément le référentiel de compétences. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on compte vérifier, surtout que la certification nous appartient. C'est vraiment la cohérence avec le référentiel et le maintien de cette cohérence dans le temps. Parce qu'on sait aussi, il y a la différence entre je fais un dossier de candidature conforme et je fais vivre mon habilitation dans le temps. Je postule, je signe un contrat. Ouais. Derrière, donc on réalise une revue, donc une revue même presque administrative. On va vérifier donc tous les documents. Derrière, en parallèle, quand même, c'est un peu comme les jurys, ceux qui ont vu la vidéo sur les jurys. On va faire passer donc un QCM d'habilitation Habilitation, ouais. avec plein de questions sur le règlement de certification, le process, le référentiel avec les compétences, comment elles sont évaluées, les modalités réglementaires, type ce qu'on doit faire ou ne pas faire sur EDOF, ou les chartes de bonne conduite quand on est un organisme habilité à former. Et donc tout ça, on le formalise via un QCM. Et ce QCM fait partie, donc il fait partie d'un des points d'un référentiel d'audit d'habilitation. Donc un audit d'habilitation, ça fait un peu peur. Mais en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est un temps d'échange, une demi-journée environ, où vous allez donc avoir à présenter certains indicateurs et à montrer le respect de toutes les exigences que l'on vous demande. Donc en gros, c'est un peu une revue en face à face de tous les éléments que vous avez transmis et on rebalaye un petit peu tout ça ensemble. Typiquement, on va pouvoir rebalayer votre déroulé pédagogique, voir s'il est cohérent, s'il est conforme par rapport à ce qui est demandé sur le référentiel. Et donc nous, on va pouvoir tracer tout cet audit d'habilitation et dire ok, tous les points sont conformes, ou alors s'il y a des non-conformités, vous pourrez les traiter pour certaines, ou alors si c'est trop lourd et trop compliqué à gérer pour vous, ce sera un refus. Cet audit d'habilitation, il va se baser au final sur le respect de la procédure d'habilitation, le respect des conditions qui seront présentées dans cette procédure-là. C'est un tas d'éléments très factuels là qu'on vient de décrire jusqu'à maintenant. Oui, après voilà, ça nous en fait on transmet la liste avec vraiment tous les critères, tous les points qui seront évalués. En tout cas, c'est pas des points, souvent ce sera un petit peu de la redite par rapport à ceux qui sont par exemple déjà Calliope ou par rapport à ceux qui ont déjà des offres au CPF. Ce sera des choses qui seront pas nouvelles, quoi. On va pas réinventer l'autre chose. Tout à fait. On s'appuie surtout sur les éléments réglementaires, les conditions d'utilisation des DOF, mais ça peut être autre chose. Bien sûr. Voilà. Donc une fois qu'on réalise l'audit, super, tout va bien, tout est carré, génial. On procède à la décision d'habilitation et on publie officiellement l'organisme sur France Compétences. France Compétences, ouais. Donc il est reconnu comme organisme habilité à former. Ouais, c'est ça. Il peut ensuite derrière, alors Donc, pour ceux qui veulent, mais c'est pas forcément obligatoire, mais pour ceux qui veulent, ensuite ils peuvent prétendre au CPF. Alors, et en fait, cette habilitation, certains le savent déjà, mais du coup, elle est visible sur la page de la certification.
tout en bas, il y aura un petit tableau Excel à Sur le site de télécharger France Compétences. sur le site Ouais. de France Ouais. Compétences. Et sur ce tableau Excel, on aura la liste des organismes habilités. Ok, super. Est-ce que tu as des points peut-être sur lesquels tu vas appuyer sur, voilà, sur l'organisme habilité, sur... Je pense qu'il y a toujours des points, mais le plus important, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un organisme habilité par un organisme qui est certificateur de métier. C'est une autre paire de manches. Souvent, on a des organismes certificateurs donc qui délivrent des certifications professionnelles, mais qui ne sont pas certificateurs de métier. Là, pour un organisme habilité, la petite consigne, c'est quand même, on rentre dans un process chez un organisme qui connaît déjà voilà l'audit, la structure de la délivrance d'une habilitation, de son maintien ou de moyens de suivi et de performance. Notre seule volonté, c'est de s'entourer aussi de professionnels qui soient compétents, qui soient respectueux des enjeux déontologiques, de la préparation des candidats jusqu'à la certification, sachant que nous-mêmes aussi, on vérifiera à chaque passage de certification le respect des prérequis pour les candidats. Il faut faire attention, il faut être très vigilant, et je pense que pour que ça marche aussi, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous, établir une bonne communication avec les organismes habilités, c'est ce qui permettra au final d'avoir, je pense, une posture commune entre les différentes habilités et de s'assurer qu'il y ait le moins de difficultés possible pour le demandeur lorsqu'il se présente à la certification. Donc c'est de la transparence, de la communication, mais surtout aussi beaucoup de rigueur sur le respect de nos Mhm. dispositifs. Il y a aussi un point clé, c'est que la certifié c'est une certification de compétences donc, qui est propre, hein, enfin qui est quand même assez spécifique, qui ambitionne de devenir leader sur le marché Mm. de la certification de compétences sur l'IA générative, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Si j'insiste là-dessus, c'est que les organismes habilités ont un rôle très important à jouer. On ne va pas jouer avec ça. C'est-à-dire Tout à que fait. si on se rend compte qu'un organisme est juste là pour accéder au CPF et que c'est bancal, on ne pourra pas malheureusement poursuivre avec lui. Mais par contre, celui qui joue le jeu, qui est très carré, qui est très sérieux, il a tout à y gagner avec nous. Parce que derrière, de toute façon, le process est fait de sorte à ce que l'organisme habilité apporte 10, 50 ou 1000, 10 000 candidats. Le process sera le même et sera le plus rigoureux possible. Voilà. Mm. Donc c'est une certification qui vise quand même à garantir une grande conformité sur les standards qualité. Il faut quand même qu'on le rappelle. Et qui vise en fait à rendre à la fois crédible déjà la certification sur l'IA générative. Mm. Parce que ça, c'est le premier point. Voilà. C'est le plus important. Et plus la certification elle sera crédible, plus les organismes habilités seront crédibles. Et puis aussi, bien sûr, Certifopac sera crédible. Et tout ça, ça reste un cercle vertueux parce que tous les maillons du dispositif sont crédibles. Plus cette certification, elle a un avenir. Mm. Plus on peut la voir vivre sur le long terme. Bah écoutez, merci, merci Tanguy, c'était vraiment super intéressant de pouvoir se poser Merci. vraiment sur ces organismes habilités. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à consulter l'info donc sur le site web. On ouvre ici ou là hein, par vague, voilà, c'est par période aussi parce que on est très sollicité voilà, pour des candidatures d'organismes habilités. Malheureusement, on doit faire des choix, on doit aussi sélectionner en fonction de l'ordre d'arrivée, en fonction aussi de l'ancienneté, de l'expérience sur le marché de la formation professionnelle. Ouais. Vous avez les coordonnées pour nous contacter sur le site. Vous pouvez candidater sur le formulaire en ligne. Et derrière, bien sûr, on vous transmettra une réponse quoi qu'il arrive. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, vous inscrire à la newsletter de Certifopac en bas du site. Vous avez un petit bouton s'inscrire à la newsletter. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra vous retrouver peut-être dans d'autres vidéos ou alors dans le cadre du dispositif Certifié AG. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci, à bientôt.